énergétique. Donc au départ, grâce à la sophrologie, il y a beaucoup de relaxation bien sûr, et de retour sur soi-même et travailler sur l'instant présent, nous allons diminuer les phénomènes physiques. C'est-à-dire on va diminuer les palpitations, le risque de difficultés respiratoires, les personnes qui ont la boule par exemple, qui ont mal au ventre, ça c'est le phénomène physique pur du stress. Et ça, on peut, grâce à la relaxation, grâce aussi peut-être aussi à la PNL qui a des états de relaxation, ramener le corps vers un équilibre neurovégétatif et réguler à nouveau l'orthosympathique et le parasympathique. Et du coup, on améliore, puisqu'on est plutôt dans le parasympathique, quand nous sommes en relaxation, c'est comme si on dormait, donc on va venir régénérer l'organisme. Donc c'est très intéressant de parler de ces méthodes de relaxation, qu'on le retrouve dans la méditation, dans la sophrologie en premier, pour amener régénérer l'organisme. Parce que ces personnes stressées, des fois, ne dorment plus. Ils ne peuvent plus régénérer de façon physiologique leur être et leur physique. Mais surtout, la sophrologie agit au niveau mental, l'esprit si on veut, mais va par la concentration sur soi, par l'étude, la façon dont on fonctionne soi-même, dans l'émotionnel, dans le physique, dans la réaction à l'autre. On va essayer de mieux se comprendre, pour mieux réagir au stress. Et ça, c'est très important. Donc, la sophro, c'est comme un puzzle, on va se retrouver. On va se retrouver dans son ensemble pour mieux être armé face au stress. D'autant plus qu'on utilise beaucoup les visualisations, c'est-à-dire des mises en situation par rapport à nouveau à ce stress. Ça peut être un stress provoqué par les examens, comme je disais tout à l'heure, c'est un stress provoqué par un entretien professionnel ou par rapport à une maladie. Par exemple, on doit nous faire une chimiothérapie, on peut déjà se visualiser positivement pour que cette chimio agisse dans le bon sens. Voilà, j'insiste beaucoup sur cette sophrologie qui est l'étude de la conscience en harmonie. On va retrouver un équilibre personnel. Et retrouvant un équilibre personnel, bien sûr, qu'on va réagir de façon plus équilibrée au monde extérieur. Voilà. Moi, j'ai ces deux outils qui me plaisent beaucoup. Je voulais souligner quelque chose. La PNL est issue de l'hypnose. Certainement. Et non pas l'hypnose issue de la PNL. Parce qu'à l'origine, l'hypnose, c'est un psychiatre américain, Erickson, oui, qui était tellement remarquable dans la manière dont il traitait ses patients que Bandler et Grinder, les pères de la PNL, ceux qui ont mis en place la PNL, se sont penchés sur ce modèle d'excellence, comme sur celui de Virginia Satir, qui était une psychologue familiale qui avait des résultats remarquables. Et ils se sont rendus compte que cet homme, ma foi, finalement, avec des gens hyper dérangés psychiatriquement, pourrait-on dire, c'est-à-dire qu'il y a des gros problèmes, et il arrivait à faire des sortes de miracles. Par exemple, il avait un bonhomme qui jargonnait continuellement depuis 2-3 ans, et dans un hôpital psychiatrique, personne n'arrivait à comprendre comment parler avec cet homme qui faisait chaque fois qu'il parlait. Et lui, il est allé tous les jours jargonner pendant 1 heure avec le bonhomme. Et après avoir fait ça, au bout d'1 an de jargonnage, un jour, le bonhomme lui a dit, écoutez, maintenant ça suffit, mettons-nous à reparler, parlons normalement. Donc il avait, en entrant en empathie complète, en synchronisant avec l'autre, en se permettant d'être dans une véritable écoute active de quelqu'un, il a permis à cette personne de remonter cette pente dans laquelle il s'était laissé glisser par surstress. Parce que derrière, il y a le stress. Il y a toujours cette notion d'énorme stress. La personne ne gère plus, ne comprend pas, et le seul moyen qu'elle trouve, ça peut être d'entrer dans un symptôme de folie. Et donc ça aussi, il faut le souligner. On retrouve ça avec le stress, c'est-à-dire que la folie mentale n'est pas uniquement un truc de distorsion de neuromédiateurs cérébraux. À la base, il y a des phénomènes qui font que les personnes n'arrivent pas à gérer certains événements. Donc elles sont en surstress. Moi j'ajouterais, en connexion avec ce que disent mes collègues, une technique que j'emploie depuis 40 ans à peu près, qui est la visualisation créatrice. Cette visualisation créatrice est très proche sur le plan de la sophrologie, hein, bien entendu, puisqu'en sophrologie on visualise des choses, des situations positivement. Et à l'intérieur de cette visualisation créatrice, j'introduis une chose qui, je sais, est peut-être très audacieuse pour la médecine, qui est la chromothérapie, c'est-à-dire l'usage des couleurs. J'ai beaucoup travaillé sur les couleurs, et nous savons, par l'architecture d'intérieur, par l'usage des couleurs dans l'habitat, que la couleur a un impact sur notre stress,
apaisement. J'en veux pour preuve les couleurs chaudes qui sont plutôt excitantes, les couleurs froides qui sont plutôt apaisantes. Et donc, on peut visualiser ces couleurs qu'on introduit en visualisation créatrice pour créer une, comment on pourrait dire, on pourrait je cherchais le mot, excusez-moi, je n'ai pas, mais on va couper l'herbe sous le pied du stress, comme ça aussi. Voilà. Ce sont des techniques voisines, de toute façon. Je peux rajouter qu'en hypnose, il m'arrive fréquemment d'utiliser les odeurs de l'aromathérapie pour permettre de commencer par déstresser les muscles striés, donc de détendre l'individu déjà physiquement, purement physiquement, et que ça, déjà, ça diminue l'intensité émotionnelle. Ça donne lieu d'ailleurs à une discipline qui se veut récente, mais qui en fait existe depuis des millénaires, mais qui n'était pas connue, qu'on appelle l'olfactothérapie. Alors l'olfactothérapie, c'est un traitement de thérapie par l'odorat, olfaction. Vous savez que dans la partie arrière et haute des fosses nasales, il y a énormément de neurones olfactifs, dont, alors les neurones olfactifs sont des cellules nerveuses qui ont une spécificité sur l'odorat, dont l'axe synaptique va monter le long de l'ethmoïde, ici, qui prolonge les eaux propres du nez. On va rencontrer une plateforme qu'on appelle la lame criblée, ici, par laquelle passent tous les petits rameaux olfactifs, et rejoindre ce qu'on appelle le bulbe olfactif, qui se trouve à la base du lobe frontal du cerveau, et qui ensuite va dispatcher les informations reçues dans le cerveau. Et le sens de l'olfaction est le seul sens qui n'est pas analysé par le cerveau moyen dont nous parlait le docteur Marty tout à l'heure, c'est-à-dire l'hippocampe, l'amygdale, contrairement à un sens qui lui est couplé, qui est le goût. Vous savez que l'odorat et le goût sont couplés, il n'y a qu'à voir quand vous avez faim. Eh bien, l'odorat va directement au cerveau. C'est une information brute. C'est pour ça qu'on a créé cette thérapeutique qui fait que ça ne passe pas par l'analyse cérébrale, c'est brut de décoffrage, comme on dit ici à Toulouse. L'information n'est pas filtrée en quelque sorte, elle va directement informer ça. C'est la raison pour laquelle en hypnose c'est extrêmement important d'y rajouter justement cette olfactothérapie. Oui. Parce que justement on veut quelque part, le but de l'hypnose c'est quand même de stopper les mouvements conscients de l'individu qui fait qu'il reste à saturation dans ses réflexions cérébrales, mentales. Et donc, pour stopper ça et stopper l'impact que cela peut avoir sur son émotionnel et sur son cerveau dit reptilien, sur son rhinencéphale, eh bien, on va, grâce aux odeurs, commencer à arrêter ce mouvement. Ça va directement au cerveau. Donc, on a des huiles essentielles très, très efficaces là-dessus, dont nous a parlé tout à l'heure. Et il y a autre chose aussi qui est très intéressant à aborder, c'est ce que l'on appelle le MDR. Le MDR, c'est une technique de désensibilisation par les mouvements oculaires. Et en France, il y a vraiment beaucoup de types de MDR. Il y a beaucoup qui ont récupéré ces techniques dans les réunions médicales, des infirmières, etc., qui ont pu y accéder, qui ont transmis ça sous différents outils. Alors vous avez Rhythmo, vous avez Stilbill, vous avez TOT, tout ça c'est des techniques de MDR. Et le MDR est très intéressante dans la mesure où elle va utiliser une hypnose conversationnelle avec l'individu et va mobiliser l'œil, qui est un récepteur d'information important chez l'être humain. Mais l'œil est aussi lié à tout un tas d'informations qui vont se poser au niveau de notre mémoire. Et donc, selon l'endroit où une expérience a été acquise par l'œil, cela va positionner l'information dans le cerveau. Et en faisant sur des événements traumatiques, sur des séquences bien précises et bien précisées, avec l'individu qui correspondent vraiment à son traumatisme, qui sont dites au présent plusieurs fois de suite par la personne qui fait travailler un EMDR, et en mobilisant tous ces secteurs de l'œil, on va permettre de reconstruire le puzzle que l'individu avait complètement éclaté à l'intérieur de sa tête, en quelque sorte, et en reconstruisant ce puzzle, il va effectuer des prises de conscience. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que cela, au fur et à mesure qu'on le déroule, puis
puisqu'on arrête, on arrête plusieurs fois le mouvement, la personne qui travaille en EMDR va signaler des sensations physiques. Des sensations physiques, des blocages de ses membres inférieurs, des mains qui se tendent, des palpitations qui viennent, d'énormes douleurs de ventre qui arrivent. Et au fur et à mesure que l'on passe, tout ça diminue d'intensité. D'intensité énorme. Et la croyance que l'individu avait au départ sur son problème varie par exemple, de 8 sur 10 au départ, elle tombe à 4 sur 10 à la fin, ou 3 sur 10, ou 2. Parfois, il faut revenir sur une séquence. Et donc ça, c'est important aussi, parce que l'hypnose, là, joue un rôle capital. Parce que l'on va travailler avec ce que j'appelle des ancrages de ressources. C'est-à-dire, on va d'abord donner à la personne des ressources. Quand elle a ces ressources, que l'on peut activer à tout moment, alors on peut la faire aller vers quelque chose de beaucoup plus grave pour elle, parce que l'on sait que si ça descend trop bas, on va pouvoir réactiver les ressources pour lui permettre de remonter temporairement en meilleur état, je dirais en attitude orthosympathique plus stable. Et donc c'est vraiment aussi un outil très important qui emploie aussi l'hypnose et qui a des résultats fort intéressants dans les gros stress. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. On a fait un peu le tour, je crois qu'on a été relativement riche dans nos informations. Et je laisse le dernier mot à notre présentatrice. Bien, on a fait le tour, on n'a pas parlé de gémothérapie, ce qui est dommage, parce que c'est aussi un domaine dans lequel on peut travailler là-dessus sur le stress, mais ce sera une autre fois. Et on peut dire aussi aux personnes que donc elles ont l'homéopathie, la phytoaromathérapie, l'hypnose, la sophrologie, le MDR, tout ce qui est du domaine bioénergétique aussi, hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a tout un domaine qui n'a pas été abordé, puisqu'il y a des travaux sur ce qui s'appelle les circuits un peu, entre guillemets, énergétiques. Par exemple, l'acupuncture peut permettre de travailler aussi sur le stress, certains types de massages spécialisés, hein, et le shiatsu. Bon, il y a beaucoup de domaines. Donc, dans le domaine du corps, il y a aussi des choses. Et bien entendu, dans le cas de très très gros stress, on peut envisager aussi quelque chose qui est peu envisagé par le monde médical, mais qui commence à venir, qui s'appelle le travail sur le système familial et ancestral de la personne, qui explicite les gros troubles dont elle peut être victime dans sa vie actuelle, par phénomène de loyauté et de mémoire cellulaires qui ne sont pas bien connus par la personne elle-même. Voilà. Et donc, voilà ce qu'on a vu, et on a bien vu grâce à Odile Marty, médecin homéopathe, Pascal Vessy, médecin phytoaromathérapeute homéopathe aussi et conférencier, et Marguerite Autier, hypnothérapeute, PNListe, constellatrice de système et spécialiste en énergétique aussi. Et nous serons heureux de vous accueillir pour les séminaires d'osmose qui concerneront ces disciplines ou d'autres. Voilà, ou d'autres, bien sûr. Et ces disciplines auront lieu, en ce qui concerne l'hypnose, uniquement en présentiel, mais en ce qui concerne l'homéopathie, la phytoaromathérapie, la gémothérapie et d'autres, elles auront peut-être à partir de l'année prochaine lieu en visio par des conférences que tiendront nos deux spécialistes. On va voir comment on s'organise pour l'année prochaine. Voilà. Et prochainement, nous avons quelques ateliers, comme celui qui va avoir lieu à la fin de la semaine, en homéopathie, mais ensuite, je crois qu'au mois d'octobre, il y a aussi l'aromathérapie et la gémothérapie, et l'année prochaine, il y aura encore l'homéopathie et les drainages, les phytodrainages, et d'autres choses encore, comme la visualisation créatrice, par exemple. Voilà, nous vous remercions de votre écoute, et vous pouvez nous contacter sur le site osmoseformation.com ou au 06 21 78 03 49. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.